Bienvenue dans L'Œil Écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. En ce 15 octobre gris à Cergy-Pontoise, au sein des locaux de la Poste qui accueille la 5e édition du Festival du Regard, dont l'exposition de quelques clichés de son voyage mexicain, le froid de la pièce où Bernard Plossu répond aux questions de Yannick Le Guillanton n'a d'égal que la chaleur de son regard et l'intensité de sa flamme pour la littérature, la peinture et la photographie. S'il parle vite, c'est parce qu'il a beaucoup à dire. S'il parle vrai, c'est parce qu'il ne s'encombre ni de faux semblants, ni de leçons de morale à donner. La clarté de sa pensée fait écho à la sensibilité qui, partout dans ses images, affleure et touche au cœur. Feu follet, avide et curieux de tout, il éblouit par sa clairvoyance et son amour du simple, du poétique, du beau. Amoureux des livres et des écrivains, amoureux de l'image, en habitué de la cinémathèque qu'il fut dès sa jeunesse, amoureux de l'écriture, amoureux de la vie, amoureux tout court, il raconte avec passion et sincérité toute une vie consacrée à faire des images fixes, qu'il se plaît à qualifier d'images qui bougent, lui qui aurait pu s'imaginer caméraman pour le cinéma. Ce Grenoblois d'origine, qui s'est toujours aventuré dans les grands espaces, n'a pas son pareil pour s'amuser à proposer des tirages en petit format, nous obligeant à entrer dans la magie de la miniature. Pour lui, la photographie, c'est quelque chose qui permet de vivre intelligemment, d'être conscient de tout. Photographe infatigable, il a trouvé à travers ce médium un langage de liberté et un outil pour aller à la rencontre de l'autre, sans cesse à l'écoute. Homme généreux, il part souvent randonner en montagne, coupé du monde, avec les stagiaires qui l'accompagnent. Quand la nuit tombe sur les cimes, la photographie peut surgir, forte des images accumulées pendant la marche. C'est peu dire que cet éternel jeune homme a l'appétit toujours intact de nouvelles images qu'il voit d'abord en noir et blanc, mérite sa place parmi les photographes les plus talentueux et respectés de sa génération, dans la foulée des Édouard Bouba ou Robert Frank qu'il admire tant. Bonjour Bernard Plossu, nous sommes à Cergy-Pontoise pour la 5e édition du Festival du Regard, où vous exposez une série d'images de votre voyage mexicain que vous avez fait, je crois, en 65-66. Ce sont des photographies qui feront l'objet 15 ans plus tard d'un livre chez Contre-Jour avec Claude Nory, un ouvrage réédité depuis et qui est aujourd'hui une référence dans le monde de la photographie. Qu'est-ce qui vous a amené au Mexique au milieu des années 60 et vous a jeté finalement sur les routes pendant une petite année, un peu plus d'un an, je crois? J'avais de la famille qui habitait là-bas. Donc, au départ, je suis parti pour rejoindre ma famille. Et je suis pas resté longtemps parce que c'est l'époque où beaucoup de gens de la Beat Generation américaine habitaient au Mexique. À l'époque, c'était avant Nixon et tout ça. Et il faut dire les choses comme elles sont. Il y avait beaucoup de très bonne herbe et il n'y avait pas de problème. Donc, je suis vite parti me balader sur la route avec des tas d'Américains. J'ai rencontré à Mexico beaucoup d'amis mexicains, argentins, enfin, de tous les pays qui faisaient la fête. Et puis, ça m'a permis tout d'un coup de me replonger avec mon petit appareil de photo et ma caméra 8 mm dans tout ce que j'avais vu sur le Mexique, dans mon adolescence française, comme les westerns, comme Veracruz, les classiques comme Viva Mexico d'Eisenstein, etc. Donc tout d'un coup, j'étais au Mexique pour de vrai. Et c'était un Mexique mexicain et un Mexique américain, parce qu'il y avait beaucoup de mouvances de la Beat Generation à l'époque. Je crois qu'à cette occasion, à la fin de votre périple au Mexique, vous avez rejoint une expédition photo britannique. Alors là, en fait, c'était une expédition anglaise, effectivement. Le photographe officiel, comme c'était vraiment très dangereux, c'est une zone qui s'appelle le Marqués de Comillas. C'est la jungle, frontière avec le Guatemala. Et le photographe officiel a renoncé. Il cherchait n'importe qui, j'avais 20 ans. Et j'ai dit, je suis n'importe qui, mais je sais faire des photos. Ils m'ont dit, on prend n'importe qui, donc vamos. Et donc, il y avait un Anglais, deux Mexicains, un Français, un Américain.
J'ai eu 20 ans dans la jungle, d'ailleurs, entre les cris d'oiseaux et les animaux et tout. Oui, c'est plus sympa d'avoir 20 ans dans la jungle. C'est plus intéressant. Mais de toute façon, il fallait, parce que moi, j'étais rebelle, ça m'intéressait pas de faire des études. Je n'allais jamais au quartier latin, j'avais pas d'amis étudiants. J'avais envie de vivre et pas d'aller m'asseoir à prendre des choses. Donc, je suis allé me balader. J'ai rencontré les gens qui se baladaient aussi, que les gens comme moi à l'époque, qui en avaient rien à foutre de réussir leurs études, quoi. Et donc, vous vous lancez à partir de ce moment-là dans une carrière de photographe. Ouais. Est-ce que le métier de photographe, ce n'était pas une incroyable opportunité pour vous de voyager et de développer parallèlement aussi un travail personnel, puisque vous commencez à répondre à des commandes et parallèlement à ça, vous avez votre travail d'auteur. J'avais aucune idée que je faisais quelque chose avec mes photos. Je faisais des photos tout le temps parce que j'aime ça, mais je savais pas que ça allait être des vraies photos, quoi. Par contre, j'étais très cultivé au point de vue image, c'est-à-dire que j'ai passé même des 6-7 ans avant, très jeune, dès que j'étais très jeune, à aller à la cinémathèque. Donc, j'étais pas innocent. Photographiquement, j'avais un œil qui a vu beaucoup de films. Vous étiez très cinéphile, vous fréquentiez... Oui, surtout la nouvelle vague. Aussi. Et c'était Chaillot, donc la Cinémathèque de Langlois, j'imagine, que vous fréquentiez à l'époque quand vous étiez à Paris, adolescent. Et justement, est-ce que la nouvelle vague vous a influencé sur votre façon de pratiquer la photographie? Oui, mais alors justement, on va mettre les points sur les i, parce que quand on va au cinéma, c'est toujours pareil. En énorme, les noms des acteurs, en énorme, les metteurs en scène, et en petit, quelque part, on condescend à mettre le nom du photographe. Alors, je suis désolé, sans Raoul Coutard, il y aurait eu ni Godard ni Truffaut. Et moi, je suis du côté des caméramans. Et dans tous les grands films d'Antonioni et tout, il faut fouiller pour trouver qui a filmé. Mais bon, c'est les types qui ont filmé, c'est eux qui font le chef-d'œuvre. La caméra à l'épaule, c'est vraiment ma leçon de photographie, ou des cinéastes comme Cassavetes, tu vois. Donc, j'étais pas du tout innocent. J'avais déjà en tête plein d'images intéressantes au cinéma. C'est pas les acteurs qui m'intéressaient, c'était les gens qui filmaient. Alors, j'aurais bien voulu être cinéaste, mais je suis pas quelqu'un qui peut écrire des scénarios comme je suis pour de vrai. Mais vous avez une autre forme d'écriture, et d'ailleurs vous avez fait aussi... J'aurais pu devenir caméraman de film, mais bon, c'est la photo qui a primé, quoi. J'ai préféré l'image fixe, mais en fait, mes images fixes, c'est des images qui bougent, pourtant. Oui, ça, c'est très intéressant. C'est une question qu'on va peut-être aborder après par la suite. Alors, qu'il s'agisse de portraits, de paysages, vos images sont de véritables carnets de voyage qui nous convoquent en Amérique, en Inde, en Afrique. Oui, partout. Mais à la différence des explorateurs, je pense des explorateurs du XVIIIe siècle qui noircissaient leurs cahiers pour documenter leurs découvertes, vos road trips ont quelque chose de très onirique, souvent d'intemporel, et pourtant le réel a une importance capitale dans votre œuvre. Comment vous expliquez-vous votre rapport au réel? Enfin, il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, les inventions ne m'intéressent pas. Tout est dans le réel. Tout ce qui se passe de surréel est dans le réel. Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de soi. Donc, rien qu'ici, là où on est, il y a toujours quelque chose d'étrange qui se passe. Alors, pourquoi aller chercher ailleurs que le réel? Je déteste les rêves, je déteste Freud. Je n'ai rien à foutre des rêves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réel. Mes chaussures, la couleur, le détail d'une chaise, le réel. Le réel. En images et en littérature, il y a des écrivains qui sont d'excellents photographes. Là, je suis en train de relire tout Jean Esnoz. C'est excellent. C'est un photographe, c'est un écrivain. Bon, mais pour un photographe de lire Esnoz, on est en train de lire la vision d'un grand photographe. Et en plus, le réel, ce qui m'intéresse, c'est quand on le trafique pas. Je ne veux pas de grand angle, je ne veux pas de téléobjectif. Le réel, c'est Raoul Coutard, la caméra à l'épaule. Filmer ce qui est. Et le 50 mm, l'objectif, le 50 mm. Alors, en photo, oui. C'est la vision sobre, quoi. Il faut éviter les effets. C'est Gauguin qui disait, les effets, ça fait bien, ça fait de l'effet. Ça, c'est la première des choses. Mais en même temps, ce côté réel, pas intéressant. Je me souviens être à Turin en voiture avec un très très grand photographe qui est un des 10 les plus connus du monde, qui m'aime pas du tout, et il voit un paysage nul à la fenêtre et il me dit tiens, prends-le en photo, c'est pour toi. J'aurais la gentillesse de pas vous dire qui c'est. et j'aurais dû lui répondre je te remercie du compliment, parce qu'effectivement, ce paysage de rien était ce qui m'intéresse. Et vous avez fait la photo? J'ai fait la photo et pour lui c'est de la merde, et pour moi c'est ce qui m'intéresse.
Non, c'est un style, une écriture qui vous est propre. Cependant, je parlais de l'onirisme de vos images. Je trouve qu'il est parfois un peu souligné par un procédé que vous utilisez en photographie au moment du tirage, qui est le tirage fresson. Oui, alors. C'est un tirage mat, qui a du grain, qui est également un peu vaporeux parfois. Donc, en même temps, c'est une image animée, si je puis dire, si je puis me permettre cette comparaison. Oui. Le tirage fresson, c'est ce qui m'a permis de faire de la couleur comme le noir et blanc, parce qu'il y a de l'ambiance dans un tirage fresson, et ce qui est important, c'est l'ambiance en image. Donc fresson, ça fait 53 ans. Il vient de mourir, vous savez, Michel. Oui, mais son fils continue, Jean-François, qui tire très bien. Et bon, l'aventure va continuer, tant que je suis en vie aussi. Le fresson égale noir et blanc pour moi. C'est de la couleur, mais avec la même non-agressivité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Parce que souvent, les beaux tirages couleurs, ils sont trop beaux. Trop beaux, quoi, trop colorés. Et avec fresson, il y a une atténuation de la couleur. Oui, quelque chose d'un peu très élégant, c'est très sobre. Et mat aussi, ce qui fait que voilà, il y a le mat, ça c'est la clé. Mais ce qui ferait ta confusion, c'est qu'il y a du grain. Donc ça arrive que des gens voyant un tirage fresson disent « Oh, on dirait un tableau ». Et là, tout de suite, je réponds « Non, j'imagine. C'est pas de la peinture ». Quels sont vos maîtres en peinture? Il y en a trop. Il y en a beaucoup. Il y en a trop. Enfin, il y en a tellement. Enfin, ça va de Corot à Malevich. Oui, donc effectivement, c'est très large. Donc c'est large. C'est large. Mais pareil en littérature, en littérature, Malcolm Lowry. Enfin voilà. Et Schnoz, et les autres. Alors toujours sur le plan des choix, vous qui êtes un amoureux des grands espaces, de la montagne aussi. Oui. Je suis grenoblois d'origine. Voilà. Ça les deux. De l'Ouest américain. Pourquoi est-ce que vous privilégiez plutôt les petits formats au grand format? Alors je sais que les grands formats ont connu une mode autour des années 2000. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais vous avez toujours été très attaché. Oui, c'est très rare que les seuls grands formats de moi qui ont existé sont ceux qu'avait choisi Marc Donadieu pour le FRAC à Rouen. Des photos américaines. Il avait effacé plein de petites photos avec quelques grandes. Mais c'est très rare. Le format classique, c'est 24-30 et beaucoup de miniatures. Les miniatures des paysages immenses, j'ai découvert ça en habitant dans l'Ouest américain. Je voyais que des grandes photos qui étaient bêtes parce que c'est grand, donc on le montre en grand. Dès que j'ai commencé à montrer des toutes petites photos, je me suis rendu compte que les gens se rapprochaient, rentraient dans l'image. Alors, ils la reçoivent passivement quand elle est grande, et quand elle est petite, ils y rentrent activement. Et ça, c'est la clé de la miniature pour moi. Alors, il y a des photographes qui font de très grands formats, ça a tout son sens quand c'est vraiment leur œuvre. Moi, ça fonctionnerait pas, je pense, et je préfère rester dans cette magie de devoir rentrer dans la miniature. Et ça nécessite un peu peut-être pas d'effort intellectuel, mais en tout cas de concentration pour rentrer dans l'image. Donc c'est pour ça, pour vous, qu'elle s'imprime mieux peut-être qu'un très grand format. Ouais. Alors, il y a une question fil rouge dans ce podcast qui concerne la place qu'occupent les femmes dans le monde de la photographie. Oui. Vous avez réalisé sur plusieurs années une série qui s'intitule Françoise. Ouais. Il s'agit de Françoise Nunez, qui est elle-même photographe, une photographe engagée. Oui, qui est excellente. Vos images sont quelquefois accrochées conjointement. C'est le cas ici d'ailleurs au Festival du Regard. Mais est-ce qu'il vous arrive de collaborer ensemble sur des projets, de vous engager autour d'un projet? On a travaillé ensemble, enfin on a voyagé ensemble, tant que les enfants étaient petits et que ses parents pouvaient s'en occuper. Et après, il fallait que quelqu'un reste pour aller à l'école et tout. On a un chien maintenant, on voyage séparément. Et je crois que votre épouse Françoise, elle photographie essentiellement quand elle part, Alors, elle ne photographie qu'en voyage. Ça, c'est vrai. Alors que moi, je photographie tout le temps. Mais on fait pas la même chose. Moi, je viens du cinéma, de la cinémathèque. Elle vient du flamenco. Mais je suis content qu'elle soit dans l'expo, parce que là, il vient de sortir 3 volumes sur les femmes photographes, elle est pas dedans, quoi. Alors qu'elle a fait 10 livres, quoi. Elle est pas dedans. Elle s'en fout, elle est pas ambitieuse. Mais elle fait un travail magnifique, elle a fait une dizaine de livres, elle est pas dans les photos poches sur les femmes photographes, quoi. En dehors du fait que je l'aime et que c'est ma femme, c'est une bonne photographe, mais non, elle est pas dans le livre. Vous avez fait quand même un livre conjoint aux éditions Libelle, je crois. J'imagine que là, pour le coup, vous avez quand même bossé ensemble avec Françoise. C'était quel livre? C'était Françoise Nunez plus Bernard Plossu, égale ensemble.
Ah oui, alors c'est pas un travail ensemble, c'est des commissaires d'expo à Lyon qui nous ont exposé ensemble dans le musée des moulures, je crois, à Lyon, et on a juste mis côte à côte des photos qu'on a fait. D'accord. Mais c'est pas un truc qu'on a fait ensemble, c'est des photos d'elle et des photos de moi réunies ensemble. Exactement. Mais pour l'édition, en revanche, vous avez on a laissé faire. D'accord. On a fait ça une autre fois aussi, dans une alliance française en Amérique latine. Il y avait aussi un mélange de ces photos, mais on n'a jamais fait de commande ensemble. Voilà. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Je voulais savoir aussi, puisque je le disais, vous êtes très impliqué dans l'édition de vos propres ouvrages, et le travail de photographe, c'est un travail de solitaire, alors que le travail de l'édition, c'est un travail, pour le coup, d'équipe. Oui, mais de toute façon, tout m'intéresse dans la photographie. Bon, il y a l'édition, j'aime beaucoup faire des livres et y participer, mais il y a autre chose qui compte dans ma vie, c'est que j'aime les photos des autres. Il n'y a pas que les miennes qui m'intéressent. Et je fais tout le temps des commissariats, des aides à la bourse, c'est tout pour d'autres photographes. Il y a une communauté qui m'intéresse, et il y a une recherche de regard qui m'intéresse, et la photographie, c'est quelque chose qui permet de vivre intelligemment, d'être conscient de tout. Et je crois que c'est un devoir de participer au travail des autres. C'est très rare que je n'aime pas une photo. Il me semble d'ailleurs que vous faites facilement des échanges avec des photographes. Oui, j'ai fait ça. Ouais, j'ai fait ça. Je l'ai fait beaucoup et j'ai donné la collection à la MEP. C'était une manière de pas garder cette collection dans des tiroirs. C'est pas à moi, ça appartient au public. Je fais pareil avec mes livres photos. Je les donne tous au musée Niepce. Donc il y a une salle au musée Niepce où il y a la collection et ça permet de rendre des choses, au lieu de dormir à la maison, de devenir public. Et ça, c'est important aussi. Enfin, voilà. De pouvoir être tout est bon pour faire avancer la photo. Alors, je voudrais revenir juste un instant à votre voyage mexicain, plus pour une anecdote. Lorsque vous êtes parti au Mexique, vous avez travaillé avec une certaine économie de moyens. Oui, j'avais une rétinette. Et puis votre petite caméra Super 8 que vous avez perdue d'ailleurs sur... La caméra, c'était une caméra 8, mais j'ai pas perdu les films. Non, vous n'avez pas perdu les films. Ce qui vous a permis en fait de les présenter par la suite. Donc vous êtes revenu à peu près avec un peu plus de 200 photographies. Quel regard aujourd'hui vous avez sur les boîtiers qui peuvent contenir des milliers d'images et que l'on peut basculer aussi bien en noir et blanc qu'en couleur? Est-ce que ça casse pas un peu le mythe de l'instant décisif de Cartier-Bresson, du choix des images? Tous ces trucs très sophistiqués, moi, m'intéressent pas. J'aime bien la rigueur de la photographie, c'est des rouleaux de 36, quoi. Et bon, faut réfléchir, on fait pas tout et n'importe quoi. On me demande souvent pourquoi je fais pas de numérique, parce que j'ai pas envie d'avoir une batterie qui m'autorise 600 photos. J'ai pas envie de me dire, si je les rate, j'en fais d'autres. Il y a d'autres trucs aussi, il y a la façon des bruits, le clic d'un vieil Nikon. C'est comme la machine à écrire. Quand on écrit sur un ordinateur, ça fait pas de bruit. On en est au stade où sur les appareils numériques, ils font des faux Polaroid qui font le bruit du Polaroid. Ça prouve bien à quel point on est dans le faux. Pour vous, vos appareils photo, parce que vous en avez plusieurs, c'est un peu des compagnons de voyage peut-être aussi. C'est ma vie. Là, je l'ai pas, je suis fatigué en ce moment. Oui, c'est rare que je l'ai pas. J'ai raté 2 photos ce matin. Mais je les ai vues. Il y a un moment, on peut plus ne pas voir. Quand on a vraiment trouvé son langage, on voit tout le temps. Mais bon, je regrette les 2 photos de ce matin, parce qu'elles auraient été belles. C'était quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire? C'était sur l'autoroute, un grand truc qu'a construit Jean Nouvel, que d'habitude j'aime pas, et là c'est vraiment fort. Donc je change d'avis sur Nouvel. Et puis un gros routier, et il y avait juste marqué Italia. Tel que vous l'avez raconté, ça évoque aussi un peu le road movie de... Oui. Alors ce qui est marrant avec road movie, c'est que c'est devenu un mot français. Oui, c'est vrai qu'on l'emploie beaucoup. C'est marrant. Ouais. C'est marrant. Je reviens à vos images. Vous dites que pour vous, l'image que vous faites aujourd'hui, elle est faite d'une accumulation d'expérience et que bien évidemment, vous ne faites pas aujourd'hui l'image que vous auriez fait c'est les grosses archives, à 20 ans. Est-ce qu'il y a des images qui s'imposent à vous aujourd'hui, des thématiques ou des façons de voir le monde qui vous parlent plus aujourd'hui avec votre maturité? J'ai des regrets de voyages pas faits. Par exemple, les pyramides de Meroé au Soudan. Mais bon, Claude Ivernay l'a fait, il a réussi, donc au moins j'ai le plaisir de voir ces images. Non, il y a des choses pas faites, mais bon, je suis même arrivé à réaliser pas mal de rêves. Hein. Oui. Aller au Nemrut Dag en Turquie.
Si, musicalement, j'aurais aimé photographier les Balls au Bengale. C'est des musiciens de rue qui sont habillés en rouge et qu'on appelle les fous. Et c'est très bons musiciens. Mais par contre, j'ai photographié des Bororos en train de chanter au Sahel. Donc il y a des choses qu'on a fait, des choses qu'on n'a pas faites. Il y a une chose qui m'a intrigué justement dans vos voyages, c'est que vous avez couvert quand même une grande partie de la planète. Non, pas tant que ça. Je connais pas l'Australie. Oui, alors. Je connais pas la Nouvelle-Zélande. Et il y a vous êtes né au Vietnam, je crois. Ça c'est par hasard. J'avais de la famille là-bas. Mais par contre, j'aurai 20 ans maintenant. Je partirai demain en Nouvelle-Zélande. D'accord. Je sais pas pourquoi. Mais l'Asie, par exemple, la Chine ou non, je connais que l'Inde. Ça vous intéresse? Si, ça me tente aussi, mais on peut pas tout faire. Vous avez dû arbitrer, faire des choix. Et bon, ça a été tellement bien photographié aussi. Est-ce que je sers à quelque chose? Alors Bernard, vous faites partie d'une génération qui est éprise de liberté, qui a remis en cause une forme de conformisme de la société bien pensante. Ouais. Est-ce que cela a une influence sur votre pratique photographique? Je pense notamment à la définition du cadre. Est-ce que votre génération n'avait pas envie de sortir du cadre qu'on lui imposait? C'est une belle question. Hein. Et je vous pose la question en parallèle avec le travail de Robert Frank, parce que Robert Frank, qui était plus âgé que vous, qui est décédé, je crois, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, privilégiait l'ambiance de la photographie, la fameuse ambiance dont vous parliez tout à l'heure, par rapport à la construction un peu académique de l'image. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous-même et les gens de votre génération n'ont pas été influencés par le cadre? Alors, je crois que la première des règles de la nouvelle photographie, ça a été d'interdire cette manière de recadrer au labo. C'est-à-dire, on voit, même si la composition n'est pas bonne ou s'il y a un truc qui gêne à gauche, garder le négatif entier, ne pas recadrer. Ça, c'est la règle d'or. Donc, par rapport au cadrage, c'est tout ce que je peux dire. C'est-à-dire, il faut pas triturer, quoi. C'est à la prise de vue qu'on fait la mathématique, il y a un côté mathématique, il y a un côté algèbre, il y a un côté... Et je crois que Robert Frank, d'ailleurs, découpait ses pellicules... Ah, ça, je sais pas. Ah ouais j'ai vu ça récemment. En tout cas, qu'est-ce qui fait sa force? C'est la magie, hein, mais il est bon, quoi. Mais on a l'équivalent en France, hein, on a Bouba. Hein. Oui, bien sûr, ça, je sais que c'est quelqu'un... C'est un des plus grands photographes au monde. Il est pas assez mis sur le piédestal qu'il mérite. C'est vraiment quelqu'un de très important. En plus, je l'ai bien connu. Et ce que j'aimais beaucoup avec Bouba, c'est qu'il faisait jamais la morale. Oui. Et ça me plaît vraiment. C'est-à-dire quand il regardait votre travail, par exemple, quand vous lui montriez des choses... Non, il faisait pas la morale. Il faisait pas... c'est pas le genre à vous dire je pense que... Il faisait pas la morale. Et ça, je trouve que c'est une qualité. Oui, c'était un homme généreux qui faisait pas la morale. Et moi, ça me plaît bien. Et il y avait une construction un peu spécifique aussi au travail de Bouba. Il était. C'est très humain, c'est très chaleureux, c'est très tendre. Puis il y a ce merveilleux jeu de mots c'est de lui. Image égale magie. Et bon, ça correspond à la force de ses photos. Hein. Et une construction aussi assez architecturée, si je puis dire. Plus qu'on ne le sait. C'est-à-dire, on a tendance à le mettre par erreur dans un style qu'on pourrait appeler humaniste. Et c'est bien plus que ça. Il compose comme Braque. C'est très fort. C'est abstrait. Derrière l'apparence d'être juste quelqu'un d'ethnique, en fait, il y a une abstraction, une rigueur visuelle qui est forte, qui est la clé de la photographie. Bernard, vous êtes connu comme photographe, bien évidemment, comme pour le noir et blanc, pour la couleur aussi, on l'a évoqué avec le fresson, mais vous dessinez également, je crois. C'est amateur. Oui, mais néanmoins, vous dessinez, vous faites des films, vous parliez de la caméra Super 8, et je sais que par la suite, vous avez refait des images. Oui, j'en ai refait un film. J'ai fait un La Ciotat Lyon en Super 8 noir et blanc. C'est un hommage en image de lumière. D'ailleurs, ça s'appelle Train de lumière. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a une forme de porosité, de transversalité qui s'installe de façon plus évidente, plus décomplexée dans l'art aujourd'hui, entre les différentes disciplines? Peut-être, j'espère. Je sais que c'est plus dur maintenant d'arriver à non pas imposer son travail, mais de se faire connaître. Je connais des jeunes photographes, des jeunes musiciens et tout. Ils rament, ils en ont mal fou. Oui, et vous êtes musicien aussi, je crois que vous jouez de la guitare. Non, ça c'est amateur, je joue de la percussion. Mais ça vous intéresse en tout cas. Ce que je fais beaucoup, c'est j'écris. J'écris beaucoup, tous les jours. Là, ça n'arrête pas.
En voyage et tout, j'ai tout le temps des kilos de Ah oui, notes. vous avez donc des petites feuilles comme ça, c'est imprimées 2 en jours, quatre, ça. dans la poche. C'est 2 jours, ça. Et qu'est-ce que vous en faites après de ces... Je les donne toutes à Christophe Berthou, qui est un copain avec qui j'ai fait le livre L'abstraction invisible, et puis il les garde. D'accord. Donc ça fera l'objet peut-être d'un livre par la suite. S'il veut, si mes enfants le veulent, si ma femme est d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je le fais pas pour maintenant. On m'a demandé déjà de les publier. Non. Pour le moment, j'ai le plaisir de juste noter des petites choses. Vous notez, vous datez ou... Une patate. Voilà. Je parlais tout à l'heure d'intemporalité. Oui, alors, c'est pas toujours indispensable le cartel. On est toujours très attaché pour savoir où la photo a été prise, à quelle date elle a été prise. Je suis d'accord, mais bon, souvent on vous demande de dater et même on vous demande de numéroter. Hallucinant. Ce côté intemporel, est-ce que vous, ça vous parle dans votre propre travail quand vous regardez rétrospectivement les choses, le fait de pouvoir juxtaposer des photos qui finalement n'ont pas été prises en même temps? Alors, par exemple, quand je fais un livre, c'est très fréquent. Un livre, ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 20 ans ou 40 ans à faire. Et souvent, dans mes livres, je vois côte à côte, il y a des photos qui ont 30, 40 ans d'écart. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ça marche. Ça marche, c'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on n'est pas à la mode, qu'on ne fait pas des photos pour être à la mode, et qu'il faut fuir la mode. Si la même photo colle côte à côte, faite il y a 50 ans et maintenant, ça veut dire qu'on n'a jamais cherché à plaire, qu'on ne fait que suivre sa voie. C'est une façon, enfin ça je ne sais pas si vous le revendiquez, mais c'est aussi une façon de durer finalement, puisque si les photos marchent ensemble encore aujourd'hui, c'est que votre carrière dure depuis l'image du Mexique de c'est une fidélité à soi-même. Une fidélité à soi-même, c'est une jolie formule. Ouais, c'est vrai, non, mais les choses sortent quand on parle. C'est vrai. Alors, je sais que vous avez donné des cours de photographie à des étudiants. Je ne sais pas si vous avez intervenir encore aujourd'hui. Au-delà de la technique et du partage de regards que vous pouvez avoir avec la jeune génération, puisque vous connaissant un peu, j'imagine qu'il y a un échange assez fort qui se fait. Puis j'ai 3 enfants aussi. Donc. Oui, donc vous transmettez déjà. Est-ce qu'il y a là, en fait, dans ces cours, une forme de satisfaction particulière à transmettre des choses? Oui, voilà, il y a une décision qui a été prise très nette, c'est qu'à partir de, je sais pas quelle année, je ne donnais des stages qu'en montagne. Uniquement partir dans un refuge de montagne, partir dans un gîte dans les Cévennes, partir dans un refuge de Loisan, partout, pareil en Espagne, on part en Aragon. Donc tous les stages à Almeria sur la côte, c'était des randonnées, et on parle photo le soir. C'est une forme de confinement à l'air libre. Couper le monde. Pas de portable, pas de trucs comme ça. On oublie le reste du monde pendant une semaine. Et avec les jeunes, c'était passionnant, mais avec les gens qui prennent un stage, parce qu'ils ont un stage de formation, qui ont des gens plus âgés que moi, ils étaient tellement contents tout d'un coup, pendant 8 jours, de pouvoir être coupés du monde. Je crois que j'étais leur cadeau, leur cerise sur le gâteau. En plus du stage, il y avait l'isolement, quoi. Parce que c'est vrai que ça n'existe plus véritablement. Aujourd'hui, on est toujours sollicité. On est tout le temps sollicité. Par nos écrans, essentiellement. Tout le temps. C'est la vie. Nous arrivons au terme de cet entretien, Bernard, et j'aimerais savoir, pour conclure, si vous ne retrouvez pas, dans une partie de la jeunesse aujourd'hui, des aspirations qui renvoient à la Beat Generation. Ça revient. À la contre-culture, à votre propre jeunesse. Oui, c'est en train de revenir. Ouais. Quelles sont-elles? Parce que moi, j'ai vu un peu la décroissance, le refus de la société de consommation, le partage des richesses. Qu'est-ce que vous voyez encore, vous? L'écologie, ça l'a fait, c'est assez dit à quel point la génération hippie était très écolo. Ça n'a pas été assez dit. On les a toujours présentés comme des clowns, prenant des drogues, mettant des fleurs, se peignant des fleurs. Il y a déjà une grosse différence entre le fait de se peindre des fleurs ou de se tatouer avec des aiguilles. C'est pas la même recherche. Mais bon, ça, c'est le 21e siècle. À chaque époque, son truc. C'est une adaptation, peut-être. Mais en fait, ce qui me paraît très fort dans tous les mouvements de contestation qu'il y a eu, c'est que c'était des mouvements pré-écolos. Ça me paraît très fort. Il y a une spécificité dans le geste photographique, c'est qu'il saisit une trace qui appartient déjà au passé, à la minute même, à la seconde même où vous déclenchez votre appareil photo. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la main de l'homme ou du réchauffement climatique, le paysage change à une vitesse à laquelle on n'a jamais
bien connu ce Rien que pour changement, venir à apparemment. Cergy-Pontoise en voiture, on s'est rendu compte. Donc c'est aussi vrai pour les paysages urbains, périurbains, que la forêt amazonienne ou la forêt ou la région du Chiapas que vous avez connue à cette époque-là. Vous qui êtes un marcheur, un amoureux de la montagne, est-ce que ce changement vous émeut ou finalement est-ce que vous pensez que c'est normal, que c'est dans l'ordre des choses? C'est dans l'ordre des choses, mais c'est bouleversant tout de même, quoi. C'est inévitable, mais comment faire que ce soit moins dramatiquement inévitable? Bon, et là, il y a des gens qui proposent. Je sais pas si la Terre est foutue ou pas. Donc. Oui, c'est finalement la grande question qui se pose, sais pas. mais qui se posait peut-être d'une autre façon à votre époque, puisque la Beat Generation, justement, cette contestation, c'était un changement d'angle par rapport à la société. Il y a eu ça, il y a eu aussi un changement avec le Vietnam aussi, c'était très 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 fort. Je sais pas, quand je pense à tous mes copains hippies quand ils étaient jeunes, mes copains américains n'étaient pas cultivés, mais vivaient des changements. Beaucoup de mes copains français étaient très cultivés, mais connaissaient moins la vraie vie. Et peut-être c'est pour ça que j'étais si heureux avec les contestataires américains, c'est qu'ils avaient ce côté déjà amoureux de la nature. Si vous voulez, c'était pas ce qu'on avait lu qui comptait, c'était ce qu'on vivait. Oui, c'est d'ailleurs le choix que vous avez fait même dans votre métier, puisque la photo, elle est arrivée, je dirais pas comme ça par hasard, parce qu'il n'y a jamais véritablement de hasard, mais vous êtes frotté à la photographie de façon complètement autonome. Autodidacte, ça. Autodidacte, complètement. Avec tout de même un père qui avait fait des photos au Sahara. Oui, ça m'a intrigué, en fait. Donc j'avais des images noir et blanc. Il avait traversé le Hogar avec Frison-Roche en 37. Et qu'est-ce qu'il faisait, votre papa? Il était avec Frison-Roche, il a fait des photos de eux quand ils skiaient. Alors, il avait un métier, c'était son métier, mais lui, sa vie, c'est la montagne. C'est-à-dire, quand vous prenez les vieux livres des années 50, de chez Artaud, de la Mèche ou les écrins, il y a marqué 1921, Albert Flossu, face hivernale. Donc moi j'ai été élevé dans un milieu montagne. Par contre, j'ai pas la même force que lui, et l'alpinisme m'intéresse pas. Donc il y avait quand même un vrai lien avec la photographie qui existait. Ah oui, dès le départ, j'ai vu des photos noir et blanc. Bernard, je crois qu'on vous appelle. Merci. On se revoit après. Merci infiniment. Tu t'en vas maintenant ou... Je pars pas maintenant, je vous attends. Bon, on se revoit tout à l'heure. Ok. On fait le point parce que je vous demanderai une copie pour faire tout. Bien sûr. Celui qui garde les notes et tout. Sans problème. On en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Ça va ?